Bienvenue dans le podcast Le poids des kilos, consacré à toute la partie immergée du surpoids et de la chirurgie de l'obésité. Alors moi c'est Céline, opérée de chirurgie bariatrique, et ici on va parler ensemble de tout ce qui entoure les problèmes liés au surpoids, tous les non-dits, les sujets délicats en lien avec ce type de chirurgie. Les aborder ici sans tabou, toujours dans une dynamique de réflexion autour du surpoids et la remise en question des croyances fortement ancrées dans notre société concernant l'obésité. Mon objectif, c'est qu'à la fin de chaque épisode, qu'il soit en solo ou à travers des échanges avec des invités, vous vous sentiez moins seul, plus armé sur le sujet afin de vivre au mieux le surpoids, que vous soyez dans une démarche de chirurgie ou pas. Bref, vous l'aurez compris, on va se pencher sur un large éventail de sujets concernant le poids qui va aller bien au-delà des kilos et de la balance, bien au-delà de la morphologie de chacun, car finalement, est-ce vraiment ça l'important ? Alors aujourd'hui, pour ce dernier épisode de la saison, j'avais envie de vous parler d'un sujet, une fois de plus, un petit peu plus tabou. Vous savez que ce podcast est dédié notamment aux sujets un petit peu délicats, qu'on n'a pas forcément envie d'aborder ou difficile d'en parler. Alors je ne sais pas si c'est un sujet tabou, en tout cas c'est un sujet assez mal compris qui va faire que je vais revenir un petit peu sur ces derniers mois et aussi sur l'évolution du podcast. Ça me permet de faire un petit bilan aussi sur cette première saison. Alors aujourd'hui, c'est un épisode en solo. Je vais vous parler un petit peu de mes émotions, je vais vous parler aussi un petit peu plus de moi et notamment de ma vie pro. J'aurais aimé que ce soit un épisode un petit peu plus sympa pour ce dernier épisode de la saison, mais on ne peut pas nier aussi ce qui s'est passé ces derniers mois et qui a eu un impact sur beaucoup de choses dans ma vie et également ce podcast. Puisque c'est un épisode qui permet aussi de faire le point sur cette année, ça me permet de revenir avec vous en toute transparence sur mon état d'esprit. Enfin, vous allez comprendre en fait au fur et à mesure de l'épisode. Je pense que ça va être un épisode un petit peu fouillis, comme c'est un épisode un peu improvisé et que je vais parler un petit peu de moi et pas des choses forcément évidentes de livrer en public. Je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai dû affronter, du retour notamment de mes troubles du comportement alimentaire, de mes TCA et de finalement, comme je vous disais, tout l'impact que ça a eu sur mes projets, y compris celui du podcast. En ce moment, ce qui se passe dans ma vie, notamment ma vie professionnelle, je vais pas vous le cacher, c'est pas forcément fun. Et en fait, je me rends compte ces derniers mois en lisant vos messages, parce que vous avez été quelques-uns à suivre régulièrement mes stories et j'avais plus ou moins évoqué le sujet. Il y a quelques personnes qui ont compris que que ça avait peut-être plus d'impact que je ne le voulais en dire en story. Et suite à ces messages, je sais déjà et d'une que je ne suis pas un cas à part, à mal vivre une situation ou avoir des difficultés dont je vais vous parler. Et déjà, je voulais vous remercier parce que vous avez du coup certains compris que je ne disais pas tout et que vos messages ont toujours été remplis de bienveillance, même s'il y avait un petit peu d'inquiétude, que vous compreniez pas tout. Je sentais bien que c'était une manière de me réconforter. Je sais que vous vous reconnaîtrez, donc merci beaucoup pour ça parce que ça m'a fait beaucoup de bien. Donc effectivement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est l'épuisement, la fatigue de manière générale, mais aussi et surtout de l'épuisement professionnel, de l'épuisement maternel et de toutes les conséquences que ça a eu et que ça a encore sur ma chirurgie bariatrique. Alors, je vais être honnête, je pense qu'on est quand même nombreuses à vivre ça. C'est pour ça que ça me tient à cœur de vous partager cet épisode. Vous savez, le fameux «Alors, comment ça va?» Bah, t'as pas l'air très dispo en ce moment, on te voit un petit peu moins, certains messages sur le réseau, on te voit un petit peu moins, et tes projets, c'en est où, etc. Et que vous, bah, gentiment, vous dites non, non, il n'y a pas de problème, c'est juste que je me sens un peu débordée en ce moment, c'est un peu compliqué au travail, avec, vous savez, le petit sourire de façade qui cache finalement pas mal de choses. J'ai été un petit peu tiraillée entre ces deux sentiments face à ceux qui voyaient que tout n'était pas clair ces derniers mois, que c'était pas forcément simple et que je disais pas forcément tout. Ceux qui étaient aussi au courant de difficultés que je traversais étaient là à dire: «Attends Céline, tu peux pas continuer à faire semblant comme ça, surtout que c'est pas toi». C'était compliqué et puis donc tiraillée face à ces personnes-là et tiraillée par ceux qui vont dire que les réseaux, c'est pas fait pour raconter sa vie, c'est pas fait pour se plaindre, au contraire, nous, on veut juste des conseils, on veut être rassurés, on veut quelqu'un de motivant qui nous donne des infos sur la chirurgie sans forcément épiloguer sur soi, raconter ses états d'âme, etc. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je décide d'éclaircir ce point et puis d'aborder ce sujet très délicat du retour des TCA après avoir eu recours à une chirurgie bariatrique. Alors je sais que c'est un épisode qui risque de faire un petit peu débat,
car au-delà du contexte de vie de ces derniers mois que je vais évoquer, je vais aussi parler un peu des réseaux sociaux, parce que je vais pas vous le cacher, les réseaux ont contribué aussi au mal-être de ces derniers mois et clairement ne m'y ont pas forcément aidé à relativiser sur les choses et à prendre du recul. Faut pas se le cacher, les réseaux sociaux, derrière, il y a aussi une forme de pression de la part de ce que peut attendre les abonnés, ou plutôt, je dirais, c'est plutôt ça, les algorithmes. Et c'est aussi le but du podcast d'aborder ces sujets un petit peu tabous dont vous ne voyez peut-être pas tous les coulisses pour ceux qui n'ont pas forcément l'habitude de se mettre en public sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi j'avais envie de vous raconter aussi un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois, parce que je pense que ça peut peut-être aider d'autres personnes, ou même, si ça n'apporte pas de solution, en tout cas vous aider à vous sentir moins seul. Je me rends compte en fait que quand on partage publiquement sur les réseaux, toute proportion gardée bien sûr, je trouve que c'est quand même important, même quand on a peu d'abonnés, de rester vrai et authentique, même si ça ne peut pas plaire à tout le monde. Vous voyez, parce que certains ne veulent voir que ce qu'ils veulent bien voir ou veulent bien entendre, et dès que ça va à l'encontre de leur vision, s'en vont ou passent à autre chose. Par contre, moi, mon petit doigt, il me dit que, et je pense que si vous m'écoutez depuis le début, vous faites partie de cette team-là. Sinon, vous ne me suivriez pas. Bah, il y en a qui sont quand même à la recherche du vrai, même si ça implique de faire peur ou de ne pas aller dans la direction de ce que les gens veulent entendre pour peut-être mieux s'y préparer, tout simplement. Pour être totalement honnête, vu mon état psychique par rapport à ces derniers mois, je vous cache pas que je me suis sentie complètement perdue concernant les réseaux, au point que je savais plus trop dans quelle direction aller, quoi dire, quoi faire, quoi montrer, quoi publier. Ça a été un petit peu compliqué de savoir si il fallait vraiment tout dire sous forme de confidence et pas sous forme de conseil ou de prévention ou de attention, vous voyez. Je sais à l'avance que la plupart vous allez me dire, Céline, tes réseaux, ce sont tes comptes, ce sont tes vidéos, c'est ta manière d'aborder les choses. Tu fais bien ce que tu as envie de faire. T'as pas derrière un enjeu financier, donc ça te permet d'avoir quand même plus de liberté et donc même si tu te plantes ou même si ça plaît pas, limite c'est pas grave. Bah en fait, c'est pas si évident que ça et je pense que c'est beaucoup plus complexe que vous pouvez le penser. Déjà, il y a une première réaction, il y a un truc, Juliette Katz, dans son podcast d'ailleurs, elle en parle, c'est que moi, quand il y a un truc qui me peine fortement, c'est pas juste le petit truc qui m'énerve, vous voyez, comme ça, non, c'est le truc qui me blesse réellement. Je me sens généralement dans une position de faiblesse, comme tout être humain, c'est complètement normal. J'ai donc du coup le besoin de me protéger. Et moi, la seule manière dans laquelle je me suis toujours réfugiée quand ça n'allait pas, c'était de prendre de la distance afin d'éviter juste toute critique, surtout ne pas essayer de me défendre pour en mettre de l'huile sur le feu en fait. Et j'ai tendance à rester comme sidérée. En général, je reste dans le silence. Je me tais parce que finalement, je ne sais même pas quelle action adopter sur le moment. J'aurais tendance, si je vois qu'il y a quelqu'un d'assez, que j'ai affaire devant moi un peu à un mur, j'ai tendance à laisser couler et pas aller au front pour défendre ma position, vous voyez, ou mon point de vue. Il n'empêche que ça me blesse énormément. Et dans ces cas-là, soit deux solutions, soit je prends mes distances, et c'est ce que j'ai plus ou moins fait sur les réseaux ces derniers mois. Ce qui vous prouve déjà d'une que le silence, la prise de distance, c'est pas forcément un manque de réaction, ça peut aussi vouloir dire quelque chose, qui peut avoir son importance, notamment sur les réseaux sociaux. Mais méfiez-vous, hein, des gens, qui prennent un peu leur distance, qui ne disent pas tout. En général, c'est que, bah, soit il y a quelque chose qui se prépare, soit ça va pas aussi bien qu'on veut le dire. Du coup, bah, je vous cache pas que ces derniers mois, bah, je me suis sentie vraiment un peu comme anesthésiée. J'ai clairement pas pris conscience, de ce qui me pendait au nez depuis 2 ans, on va dire le mot, c'est-à-dire un burn-out. Un épuisement professionnel, mais également un épuisement maternel, je vais pas vous le cacher. Il y a des gens, quand ils subissent une pression constante à laquelle finalement ils finissent presque par s'habituer. Parfois, ils ne peuvent pas agir autrement que par le silence, la prise de distance, étant tout simplement en incapacité de réagir ou de prendre une décision sur l'instant. Il y a aussi une certaine peur due à un manque de confiance en soi qui est lié à l'épuisement à cause de cette pression qui est constante, qui est là depuis des mois, parfois depuis des années. Donc, c'est pas forcément un choix.
Et ça, c'est une notion importante à prendre en considération pour la suite de cet épisode. Je fais une petite parenthèse, je vais vous demander d'être un peu indulgent, que ce soit dans les messages que vous pourrez m'envoyer suite à cet épisode, ou que ce soit avec des gens qui traversent les mêmes difficultés que moi en ce moment, et qui peuvent mettre du temps parfois à dire réellement ce qu'il en est. Il peut y avoir des gens qui sont sensibles, qui peuvent être encore assez fragiles, mais malgré tout, moi, le but est de rester honnête pour déjà, d'une, être en accord avec mes valeurs, et de deux, vous dire aussi que mal aller, bah, c'est pas une faiblesse, ça arrive à tout le monde. De pas aller bien, ça arrive à tout le monde. C'est pas forcément un échec, c'est un indicateur qui vous fait prendre conscience que vous n'êtes pas sur le bon chemin et le corps qui vous envoie des signaux pour vous dire que là, il faut que ça s'arrête. Donc déjà, il y a ça. N'ayez pas de jugement critique par rapport aux gens qui disent pas tout de suite, parce que c'est quand même pas si évident que ça de se livrer. Deuxième chose, et là ça concerne plus les réseaux sociaux, il y a aussi cette peur de décevoir ou de ne pas plaire. Au final, je dirais même que c'est la majorité des gens qui partagent sur les réseaux, on va pas se mentir, hein. Tout ça parce qu'on a peur de perdre de l'engagement, donc de la visibilité. C'est donc tout un truc aussi pas très sain qui en découle et ça, bah forcément, je vais pas vous le cacher, ça crée parfois un certain brouhaha, on sait plus trop où on en est. C'est ce qui s'est passé pour moi, hein. C'est un peu compliqué dans ma tête par rapport au réseau. Il y a cette espèce de truc anxiogène qui est valable pour tout le monde, de savoir ce que l'on peut dire. Est-ce que ça va plaire? Est-ce que ça va me faire perdre des gens? Est-ce qu'au contraire, ça va me faire en gagner? Ça va peut-être m'attirer plus de négatif que de positif? C'est très très compliqué, hein. C'est pour ça qu'au début, je voulais pas trop. Ça a été difficile. Je savais pas. Est-ce que je vais vous parler ou pas de mon mal-être? J'étais vraiment pas sûre que ça donne une image positive qu'on attend des réseaux sociaux. En tout cas de moi, de ce que j'en vois. Franchement, je pense que les gens se rendent pas compte du faux semblant des réseaux pour le coup. Et parfois, bon, j'en suis pas à là, mais parfois ne voient pas tout le dramatique qui se cache derrière. Donc c'est pour ça que moi j'ai décidé finalement de rester éthique et donc du coup de me livrer sur mon combat contre le retour de mes TCA, de mon épuisement et même finalement malgré l'épuisement de mon acharnement à vouloir continuer à tout prix, même si ça a des conséquences sur ma santé. Et tant pis si cet épisode ne plaît pas à tout le monde. Je vous cache pas qu'effectivement, depuis 2 ans maintenant, ma vie pro, vous l'aurez compris, on va arriver maintenant au vif du sujet, c'est quand même compliqué. Il y a pas mal d'imprévus depuis le mois de janvier, ça ne s'est jamais arrêté. Finalement d'ailleurs, je vais vous dire, hein, pour ceux qui connaissent mon histoire, qui me suivent depuis le début, rien, mais vraiment, hein, rien n'a été facile dans ma vie. Tout ce que j'ai été obligée de me battre 2 fois plus que je dirais les choses qui parfois se font tout naturellement. Bah, par exemple pour avoir mes premières filles, hein, obligée d'en passer par la procréation médicalement assistée, le décès de mes parents, hein, ça c'est pareil. Je ne m'attendais pas à avoir si tôt dans ma vie plus de filet de sécurité, notamment si j'allais mal, de pouvoir se ressourcer un peu chez papa et maman pour souffler, bah ça je l'ai plus. Et clairement, pourquoi je vous en parle? Parce que ça n'a pas aidé ces derniers mois. Ça a forcément eu un impact aussi. Obligée d'en passer par la chirurgie bariatrique pour perdre le poids de ma première dépression postpartum après l'arrivée de mes jumelles à la même époque que les décès de mes parents, etc. Un postpartum avec Jules relativement compliqué parce qu'au même moment que le Covid. La complication due à la sleeve, bah oui, sinon ce serait pas drôle. Donc devoir en repasser par un bypass à cause d'une complication, même si effectivement il y a une petite perte de poids, si j'aurais pu éviter le bypass et toutes les conséquences que ça peut avoir aussi, parce que oui, il y a un épuisement, mais l'épuisement, il est aussi, on va dire, il n'est pas aidé par tout le mécanisme du bypass qui est énergivore aussi au quotidien. Donc non, ça, si j'avais pu m'en passer, je m'en serais passé aussi. Faut être honnête, la vie m'a pas épargnée. On va dire que j'ai eu mon lot de galères et bah ça a un souci. On va dire que avoir son lot de galères, on peut croire que ça vous permet de vous endurcir, ça vous permet de tirer des leçons. Alors oui, ça permet de vous endurcir, mais le plus gros défaut que ça puisse apporter, en fait, c'est que j'ai appris à vivre avec les emmerdes. Vous savez, ce fameux dicton, ne pas attendre que l'orage passe, mais apprendre à danser sous la pluie. Le problème, c'est que je danse sous la pluie sans interruption, j'ai l'impression depuis 10 ans. Depuis 10 ans, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vois la fin d'un truc un peu compliqué, tout de suite, un nouveau truc se met en place. Vous allez me dire, Céline, c'est la vie, ok, mais j'aimerais juste parfois avoir un petit temps de répit. Ce petit temps de répit depuis 10 ans,
je me rends compte que j'ai jamais eu. Et le problème, c'est qu'à force de se dire que les emmerdes font partie de la vie, bah, tous les petits trucs qui vont vous blesser au quotidien, qui vont vous impacter négativement, bah, vous finissez par vous dire que c'est normal et que c'est le jeu de la vie, que de toute manière, Céline, t'as pas d'autre choix que d'avancer. C'est ce qui fait que j'ai pas vu tout l'épuisement qui est arrivé en fait en pensant que c'était juste normal. Oh bah encore une emmerde, et bah tu vas être forte ma chérie, hein. Il y a un peu aussi l'éducation, hein. Ma mère était comme ça. La vie n'est pas facile, Céline, il va falloir apprendre à te battre. Donc tu mets ta carapace et t'y vas et tu te bats. Bon bah vous mettez cette éducation là en plus du caractère de base assez perfectionniste parce que enfant soumis, enfant il faut pas se plaindre, à essayer de toujours vouloir plaire à tout le monde pour pas qu'on voit cette obésité, etc. On va dire que je coche toutes les cases de la personne typique qui peut tomber dans cet épuisement. Du coup, pour rentrer dans le vif du sujet concernant le retour de mes TCA, malgré la chirurgie bariatrique, je pense qu'il faut revenir à l'origine du mal, les addictions. Et en fait, je pense que mes premières addictions, c'est même pas je pense, j'en suis sûre, datent depuis l'enfance, au moment des restrictions alimentaires. On commence à vous interdire certains aliments, des aliments auxquels au départ, vous n'apportiez pas forcément une importance plus que d'autres, mais cette interdiction a fait que vous avez créé une obsession, hein, vous savez, hein, d'un seul coup, vous mettez en lumière, bah tiens, tu vois cette chose-là, bah maintenant tu l'auras plus. Bah, c'est là où on commence à y penser, alors qu'avant on n'y pensait pas forcément. Avant ces premières restrictions, franchement, je pense que j'étais une enfant qui allait bien, tout était OK. Il suffit d'ailleurs réécouter l'épisode, l'avant-dernier épisode là que j'ai fait avec Élise. Quand on était petite, on était sujette aux restrictions alimentaires de nos parents, mais finalement, quand on sortait de ce cercle-là, de ces restrictions-là, et quand on était ensemble, bah, c'était pas quelque chose dont on parlait, on faisait pas forcément gaffe, et il me semble pas qu'on pensait qu'à l'alimentation. Quand on nous fichait la paix, quand on était tranquille, on pensait pas forcément à manger. Ce qui prouve vraiment que le problème au départ a été malheureusement les restrictions qui ont créé les premières addictions. J'aurais pu tomber facilement, étant un peu sujette à me réconforter avec quelque chose, à compenser en fait par la suite avec la nourriture. J'aurais pu facilement tomber dans d'autres addictions comme l'alcool ou les produits stupéfiants en fait, comme la drogue, etc. Surtout qu'en plus moi je viens d'une région où franchement en pleine campagne, il n'y avait pas de magasin. Enfin bon, la plupart des week-ends, les jeunes gens quand on était au collège, ben, les garçons, clairement ils allaient se bourrer la gueule dans les bois. À part boire des bières et fumer, cigarettes et autre chose, il n'y avait rien d'autre à faire. Donc j'aurais pu, étant déjà pas bien dans ma peau à l'époque du collège, j'aurais pu tomber là-dedans. C'est pas le cas. Pourquoi c'est pas le cas? Parce que à chaque fois que j'ai essayé, que ce soit l'alcool ou d'autres produits autre chose que la cigarette, par exemple, on va pas, vous avez compris, et ben ça m'a toujours rendu malade. Alors pas bien, pas bien. Alors je voyais tous mes copains, ouais, tu vas voir, tu vas planer, ça va être super, tu vas oublier tes soucis, on fait la fête, machin. Wow, non, moi faire la fête avec un mal de crâne et la nausée, c'est juste impossible. Et ça, je ne blâme pas, hein. Je sais que c'est facile ça peut être tentant pour certaines personnes d'être dans des états un petit peu seconds. Moi, encore une fois, self-control, contrôle fric, comme vous voulez, je déteste perdre le contrôle. Ça n'aide pas non plus pour la suite. Je déteste perdre le contrôle. Donc, quand je sens que je ne suis plus maître de mon corps, ça va pas du tout. Donc, tout ce qui est alcool, produits stupéfiants, hors de question, je suis jamais tombée là-dedans. Par contre, effectivement, la cigarette. La cigarette m'a pas mal aidée aussi. À un moment donné où ben, l'apparence prenant de plus en plus d'importance dans ma vie, ça a permis de combler mon addiction à la nourriture. J'ai mangé moins. Il faut savoir que la cigarette est quand même un coupe-faim. Donc j'ai commencé à perdre aussi un petit peu de poids. Ça donnait un côté un peu cool, vous voyez, avec les copains, les copines. Et surtout pas, hein, jeunes gens, si vous m'écoutez, c'est pas du tout cool non plus, hein, la cigarette. Hein, mais bon, je vais pas vous blâmer. Vous comprendrez si vous écoutez l'épisode un peu plus après. Donc la cigarette m'a aidée et en plus, donc comme je vous disais, c'était un coupe-faim et je devrais pas vous le dire ça. Est-ce que je vous le dis? Ça vous fait brûler plus de calories dans la journée. Donc effectivement, les gens qui fument auraient tendance à avoir moins faim. Donc ils mangent moins, ils brûlent plus de calories, et ils ont l'air, en tout cas, c'est juste une impression, peut-être moins stressés. Après, bien sûr, hein, on est d'accord que ça n'a rien d'autre de positif, hein, mais voilà, ne fumez pas. Donc oui, la cigarette à un moment donné a été un substitut pour moi.
Donc oui, pendant près de 15 ans de ma vie, j'ai fumé et j'ai arrêté, au moment où d'ailleurs, bizarrement, les emmerdes ont réellement commencé, c'est vraiment pas de bol, hein. J'avais même plus ça quand les emmerdes sont arrivées. J'ai arrêté tout simplement pour avoir mes filles lorsqu'il a fallu que j'entame le parcours de procréation médicalement assistée, la PMA, pour augmenter toutes les chances d'avoir des enfants. Un de mes plus grands rêves de petite fille, je m'étais dit, je vais mettre toutes les chances de mon côté. Et si ça implique d'arrêter la cigarette et donc de reprendre du poids, parce que j'avais conscience, au départ, que de toute manière, j'étais pas guérie de troubles du comportement, que il fallait toujours que je compense. J'ai toujours marché comme ça. Donc forcément, probablement que l'alimentation reprendrait le dessus. Et donc forcément, vous vous en doutez bien, il y a eu reprise de poids, due aussi à l'arrêt de la cigarette, parce que les grignotages sont repartis aussi à ce moment-là, hein. Bon, ça m'a pas empêché quand même de réussir à avoir mes filles, mais c'est ce qui a fait aussi par la suite que lorsque mes parents sont décédés, tout ça, j'ai très très mal géré les choses émotionnellement, étant en plein postpartum avec des jumelles, j'ai pris beaucoup de poids. Et puis, on est venu la décision finale de la chirurgie bariatrique en 2016 en fait, hein, de la sleeve. Donc oui, déjà, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai toujours comblé. Alors, quand je vous parle d'addiction, j'ai vraiment pris conscience que j'avais des problèmes avec l'alimentation, en tout cas mettre des mots dessus et l'accepter en fait, même si je le savais, avec tout mon suivi psychologique que j'ai eu suite au décès de mes parents. Finalement, je vous en parle assez librement parce qu'il y a eu tout un travail psychologique derrière, mais je suis désolée, ça va pas plaire du tout ce que je vais vous dire, mais j'ai beau avoir eu un suivi psychologique, ça n'a pas réglé tous mes TCA. On ne règle pas des TCA si facilement. C'est très très compliqué quand c'est un mécanisme de défense que vous avez mis en place dès le départ, depuis que vous êtes enfant en fait, hein. C'est très très compliqué. Donc pour le coup, vraiment tout mon soutien pour tous ceux qui sont victimes de troubles du comportement alimentaire comme moi, mais même ceux qui en ont des violents au point de se faire vomir tout ça, ce qui n'a jamais été mon cas, mais même si j'ai essayé, je vous le cache pas, étant plus jeune, j'ai jamais réussi. Mais donc voilà, vraiment tout mon soutien et vous n'êtes pas seul dans cet engrenage, loin de là. Donc pour en revenir à mon histoire, bon il y a eu la sleeve, ça m'a permis de perdre du poids, ça m'a permis d'aller beaucoup mieux. Et puis il y a eu reprise de poids après la sleeve. Un petit peu, donc il y a le rebond, mais il n'y a pas eu que ça, vous savez qu'il y a eu la grossesse. Qui dit grossesse dit état de stress, parce que c'était pas prévu, donc quelque chose qui n'était pas dans le contrôle. Et Céline, quand elle est dans des situations de stress, grignotage et reprise de poids. Il suffit de regarder mes vidéos YouTube sur ma grossesse, je vous partageais déjà à l'époque mon évolution, et je vous parle que les grignotages sont de retour. Parce que oui, à l'arrivée de Jules, il y a eu un gros chamboulement dans le cadre de ma vie familiale, ça a été aussi un peu compliqué avec mon mari, il a fallu qu'on vende notre appartement, qu'on achète une maison avant que le bébé n'arrive. J'ai tout fait ça pendant ma grossesse, tout en continuant de travailler jusqu'à mes 7 mois. Et là, forcément, vous vous doutez bien que dans ce genre de conditions, le rapport à l'alimentation, avec tout ce qui se passe, j'ai bien droit à un peu de réconfort. Pour l'instant, le seul réconfort que j'ai, c'est ça, et voilà, je suis retombée dedans. Ça a été compliqué. Et puis, la complication de la sleeve est arrivée. La torsion de l'estomac. Moi, je pensais que les remontées acides, l'estomac noué, l'estomac noué, à proprement dit d'ailleurs, c'est bizarre quand on y pense comme ça, le stress, et j'ai fini par avoir une torsion de l'estomac. J'ai confondu pendant longtemps aussi tout le stress de la grossesse, du Covid, de tout ce que j'avais mal perçu, alors qu'en fait, c'était pas seulement une impression, physiquement aussi, mon estomac était noué. J'allais dire, je sais que c'est pas que dû au stress, que c'est une complication, que c'est une sténose de l'estomac, etc. Mais je me demande quand même si tout ce stress-là, à l'époque, Covid, grossesse, déménagement, vente de l'appart, achat de la maison, n'a pas joué aussi. Vous voyez, vraiment au sens propre du terme. J'avais l'estomac noué. Du coup, le bypass en 2022, j'ai décidé de le prendre comme un renouveau, de remettre les compteurs à zéro. J'ai voulu profiter de cette emmerde, on va dire, encore une, pour me dire c'est peut-être l'occasion de repartir sur le bon pied et d'arrêter le processus. Maintenant, stop. Tu penses à toi. Maintenant, tu reprends ta vie. Jules commence à grandir. Tu te fais opérer. Tu reprends les bonnes habitudes. Tu casses ce cercle vicieux où tu as l'impression de tourner en rond. Bon, c'était sans compter la fatigue que le bypass allait induire et tout le lot d'emmerdes et d'imprévus que la vie continue à nous mettre sur notre chemin. Bah oui, le karma. J'ai l'impression parfois le karma. Et notamment, là pour le coup, non plus des choses dans ma vie perso, mais là c'est ma vie pro. Ma vie pro a jamais été très facile. Je fais un boulot assez compliqué. Je suis secrétaire médicale. Donc déjà, de base, mon bien-être,
C'est pas ce qui intéresse les gens, c'est plutôt le contraire. Nous, on est là pour écouter les gens quand ils vont mal. Faut pas croire que secrétaire médical, c'est juste donner des rendez-vous. Mon Dieu, si résumer à cela, c'est vraiment nous réduire à peu de choses. Non, non. Il faut savoir que nous, on fait le filtre, que c'est nous qui faisons le premier tri de ce qui est urgent, de ce qui ne l'est pas, qui faisons le premier tri des personnes qui sont respectueuses et celles qui ne le sont pas, que parfois les gens ont juste besoin de parler. Ils n'ont pas besoin d'un rendez-vous, ils ont juste besoin de parler et qu'on fait un petit peu parfois un travail qui n'est pas le nôtre de psychologue. Ça prend énormément d'énergie de base et nous, alors là-dessus, notre bien-être, peu importe, donc on répond avec gentillesse, bienveillance et qu'on donne un rendez-vous au final. Voilà, le reste, peu importe. Donc déjà de base, le travail de secrétaire médical est compliqué parce qu'en faisant un travail, en plus, on est tout le temps entrecoupé. Mais quand je vous dis tout le temps, c'est tout le temps. Quand vous avez l'impression qu'on donne un rendez-vous au téléphone, vous vous rendez pas compte que parfois on a quelqu'un en face de nous qui attend sa carte vitale ou qu'on le règle ou tout ça, qui est en train de souffler parce qu'on prend le temps de répondre au téléphone. Que quand il y a une personne qui arrive, on est peut-être juste en train de faire des dossiers administratifs et que là, ça fait 10 fois qu'on a été coupé dans notre tâche parce qu'à chaque fois on est entrecoupé soit par un appel, soit par un patient qui arrive. Ce n'est que ça tout le temps. C'est un jonglage perpétuel de l'esprit qui est extrêmement fatigant. Ça fait 15 ans que je fais ce métier, même plus, 16, je crois, 17e année. Là, sérieusement, je commence à fatiguer et je me rends compte que ça devient, la société aussi, hein, devient un peu compliquée par rapport à là-dessus. C'est vraiment pas simple. Et dans mon boulot, encore une fois, il y a eu des imprévus, il y a eu des changements. Il faut conjuguer avec les patients, mais il faut conjuguer aussi avec l'équipe avec qui vous travaillez, qui eux aussi ont leur lot d'emmerdes, d'imprévus, de limites aussi. Faut conjuguer aussi avec ça. Et ces 2 dernières années ont très, très clairement été compliquées à gérer de ce point de vue relationnel-là. Et ça a réellement commencé à avoir un impact sur mon bien-être mental et physique. Mais également, du coup, sur mes projets personnels. Parce que ces derniers mois, quand je rentrais à la maison le soir, j'étais tellement fatiguée. Il y avait tellement d'énervement durant la journée que c'était juste impossible de répondre aux messages sur les réseaux, d'avoir la motivation d'enregistrer des podcasts, d'envoyer des mails, d'organiser un planning. C'était juste impossible. Et le premier signe qui m'a fait dire que là, Céline, ça va pas, et là, je vous fais vraiment une confidence, c'est la reprise de la cigarette. Alors, il y a aussi le fait que j'ai côtoyé des personnes qui fumaient. Je pense que quand on n'en a pas côtoyé pendant un certain temps et qu'on en recôtoie, ça peut, en tout cas, l'idée peut ressurgir en tête, hein, dans votre esprit, on va dire. Mais il y a eu vraiment ce besoin d'avoir cette sensation de foutez-moi la paix. Vous savez, quand on est maman, ou même à votre travail, quand vous fumez pas, à part le fait d'aller aux toilettes, vous avez pas ce truc de dire: «Bon, bah, je vais faire ma pause. Je vais dehors, je vais fumer, je fais ma pause de 5 minutes». Vous l'avez pas ce prétexte-là quand vous fumez plus. Même une pause café, moi je bois mon café en bossant, mais sachant qu'on ne peut plus fumer, et tant mieux d'ailleurs, dans le cadre du travail et tout ça, vous êtes obligé de sortir pour fumer. Donc les gens qui fument peuvent faire des pauses, c'est pas tout, hein. Dans mon boulot, même moi je pourrais pas le faire. Ma collègue qui fume ne peut pas prendre une pause durant son temps de travail. C'est forcément dans ces moments de pause qui sont mes moments de pause aussi. Mais voilà, dans certains boulots, vous pouvez avoir ces temps-là. Avec la vie de famille, c'est pareil. Oh là là, j'en ai ras le bol. Je vais dehors sur le balcon, sur la terrasse, je vais fumer ma clope, foutez-moi la paix 5 minutes. Ça, on l'a pu. Et j'ai eu ce besoin. J'ai eu cette envie de cigarette, qui, je pense, en fait, était des envies de pause. Ça a été le premier signe, il y a à peu près moins d'1 an. Et pour être complètement honnête avec vous, je suis même allée acheter pour la première fois de ma vie une vapote. Et là, je me suis rendu compte, grâce à la vapote, que c'était pas le geste de la cigarette qui me manquait, comme beaucoup de fumeurs, hein. Ça faisait 10 ans, hein, que j'avais arrêté de fumer. C'est pas le geste qui me manquait, c'est vraiment ce besoin de nicotine qui déstresse, qui vous apaise. Parce que j'avais pris une vapote sans nicotine, me disant ça fait 10 ans. Alors je vais pas dire qu'en 10 ans j'ai jamais refumé, ça m'est arrivé très très occasionnellement de refumer à des soirées, des événements comme ça, festifs. Et quand je fumais, j'avais même très vite la nausée. Donc quand j'ai pris la vapote, j'ai pas voulu mettre de nicotine dedans, pensant que c'est pas ça qui me manquait. Et ben ces derniers mois, j'ai remarqué que même le geste avec la vapote me suffisait pas et que finalement certaines cigarettes m'apaisaient plus que la vapote. Donc c'est pas le geste. C'est vraiment le stress de ne pas avoir de nicotine en fait. Et quand Céline est stressée, qu'est-ce qui se passe? Bah, comme il s'est passé après la sleeve avec la grossesse, le Covid, le postpartum compliqué, bah, les grignotages sont revenus. Et puis c'est pas des petits grignotages, hein, c'est des gros grignotages avec des gros, gros dumping.
Il y a aussi un truc quand on est stressé dans ces périodes-là, c'est qu'on mange moins parce qu'on se sent oppressé. Vous savez, cette sensation d'oppression, cette sensation d'être noué. Et j'étais oppressée comme ça, donc je pouvais pas, déjà de base avec la chirurgie, on peut pas manger beaucoup au repas, mais du coup, je pouvais encore moins manger au repas. Donc forcément, au bout d'un moment, je continuais malgré tout mes efforts avec le sport et tout. J'avais quand même une vie, je continuais à quand même avoir une vie active. J'ai quand même mes enfants, mon boulot. Enfin, Céline s'acharne, elle fait son sport pour être régulière et tout. Donc le corps appelle de l'énergie rapide, du sucre. Donc l'envie de manger, les grignotages sont très très vite réapparus. Souvent, c'était récurrent et même parfois avec de grosses quantités, malgré les dumpings. Et je me suis vue compenser en mangeant. Je me suis vue aller dans les placards, pas manger un paquet de gâteaux entiers. C'est impossible de manger paquet de gâteaux entiers quand on a un bas de passe. Là, je pense que c'est le malaise immédiat. Mais à vraiment me rendre malade, avoir des nausées, je me suis fait peur. Je me suis vue manger, manger, manger sans plaisir pour pouvoir enlever ce nœud à l'estomac, pour pouvoir essayer de rechercher un apaisement, tout en sachant que après j'allais être malade, qu'il me faudrait 20, 30 minutes, voire 1 heure pour m'en remettre, que j'allais du coup perdre du temps pour faire autre chose et avancer, par exemple sur les réseaux ou quoi que ce soit. Mais tant pis, je m'en suis rendue malade. Quand je vous disais dans l'épisode avec Lise que je faisais «Oh, c'est bizarre, je fais beaucoup plus de dumping que toi, je dois forcément manger plus mal». Oui, oui, à votre avis, pourquoi je fais plus de dumping? Parce que je mange plus de sucre, je mange plus mal. Et quand en plus vous rajoutez à cela, des gens qui créent de nouveaux projets, des projets que vous aussi, vous avez, de la peine à mettre en place, qui vous animent, que vous adorez faire et que vous voyez qu'il y a d'autres personnes qui ont exactement les mêmes passions et qui vont sur le même chemin et qui, eux, réussissent parce qu'ils n'ont pas les mêmes contraintes que vous, donc forcément y arrivent plus facilement et forcément, avancent plus vite. Et ben, en plus du stress, en plus de la fatigue, en plus de l'acharnement, il y a la frustration. Vous avez l'impression de stagner, de passer votre temps à être fatigué, à être énervé, épuisé pour les autres et que pour vous, rien n'avance. Et à partir de là, on commence à s'effondrer, la confiance en soi n'est plus, on se dit qu'on vaut rien, que malgré tous les efforts, parce que faut, comme je vous le disais, je continue à aller à mon travail, je continue à faire mon sport, je continue à assumer mon rôle de maman avec les rendez-vous pour mes enfants, etc. Je sombre, sans m'en rendre compte, je sombre, je deviens de plus en plus irritable, de plus en plus fatiguée, je commence à oublier des choses, à faire des erreurs, à pleurer pour rien, pour parfois je savais même pas, à ressasser que le négatif, à parfois même en devenir méchante, parce que trop frustrée, en fait. Et je me suis vue plonger, c'est ça le truc. Et je me suis dit: «Céline, tu peux pas continuer comme ça. Là, tu peux pas. Enfin, c'est pas possible. La vie fait que ça ne s'arrêtera jamais. Là, il y a que toi qui peux t'en sortir. Vraiment, là, il y a que toi». J'ai vraiment senti que là, j'étais même en danger, même psychologiquement, vous voyez? C'est à ce moment-là que j'ai commencé déjà à tirer une première sonnette d'alarme, c'était au mois de février, notamment en allant voir mon responsable pour pouvoir mettre en place déjà un petit peu plus de temps pour me reposer. Je suis allée le voir, je lui ai dit: «Écoute, là, ça va pas. Je perds pied, je suis pas quelqu'un qui se plaint et il le sait. Donc si je viens, c'est que, ouh là, je suis pas quelqu'un qui se plaint, mais là, je lui dis: «Je sens que je perds pied, j'ai plus de patience, je commence à faire des erreurs. Ça peut avoir un impact vraiment négatif sur mon travail. Il faut qu'on arrive à trouver une solution, une organisation, parce que là, j'y arrive plus». Et donc on essaye de trouver des solutions. Mon responsable m'entend et pas de bol, on commence à en mettre en place des choses sans pouvoir aller au bout puisque la vie continue avec son lot d'imprévus. Un événement, complètement imprévisible, comme je vous disais là pour le coup, qui a fait que ce qu'on avait voulu mettre en place avec mon responsable n'a pas pu se faire. Et donc il a fallu que je continue malgré tout dans les mêmes conditions en attendant de trouver d'autres solutions et de pallier finalement au plus urgent, qui n'était à ce moment-là pas moi. Et donc rien n'a changé pour moi à ce moment-là, au mois de février, malgré cette première sonnette d'alarme. Donc je continue avec cette frustration à me dire: «Bon, Céline, fais comme tu peux». Là, limite, il y avait à ce moment-là, au mois de février, il y a eu un espèce d'abandon. Tu fais ce que tu peux, ne culpabilise plus. Là, c'est pas toi qui as la main mise. Tu beau essayer de mettre en place des choses, même ça ne marche pas. Donc lâche prise, t'as pas d'autre choix. C'est ce moment-là où je fais un peu une pause par rapport au podcast parce que, sachant qu'à mon travail, rien ne change, la fatigue, elle est toujours là, et il faut bien que je rogne du coup sur quelque chose et c'est forcément le podcast qui a été impacté. Pas d'autre choix, sinon je pouvais pas tenir.
Sauf que bah, la vie a continué avec son lot d'emmerdes. Enfin, ça s'est jamais arrêté, donc il y a peu de temps. C'est pour ça que je fais cet épisode. Ça doit faire un petit mois maintenant. J'ai plus la date en tête. Je vous avoue que les dates, enfin tout ce qui est un peu mémoire en ce moment, c'est compliqué. Suite à un état physique de fatigue, et si vous m'avez suivi sur les réseaux, j'en ai parlé en story, j'avais remarqué depuis ces derniers mois, que, en plus de la frustration de ne pas pouvoir faire ce que je veux, je pouvais pas non plus faire mon sport comme je voulais. Parce que physiquement, je me sentais limitée, non pas par la fatigue qui peut être liée au bypass, mais par une difficulté respiratoire. Je me rendais compte que je n'arrivais pas à avoir d'assez d'air dans mes poumons pour aller au bout de mes capacités physiques, que j'étais limitée alors que physiquement je pouvais en faire plus. Et je me suis dit, ça c'est quand même pas normal. Donc j'ai repris rendez-vous auprès de ma généraliste. En plus, c'était une période où je toussais beaucoup, il y a beaucoup d'allergies. Je m'étais dit, bon, je suis peut-être malade, c'est peut-être encore le fameux Covid. Bon, va la voir. Je commence à lui parler et en lui parlant, je m'effondre. J'ai les larmes, enfin je m'effondre, non, j'ai les larmes aux yeux. Et elle me dit, elle m'appelle par mon nom, hein, mais bon, là, je vais pas le dire, mais elle me dit, Céline, vous êtes sûre, ça va? Je me trouve très fatiguée. Elle prend ma tension, j'ai un petit 8 et quelques, ce qui oui, c'est pas beaucoup. Donc je commence, à lui expliquer la situation au sein de mon cabinet et bizarrement, la consultation vire très vite, on passe très vite d'un peut-être le Covid, peut-être des allergies à: «Mais Céline, vous n'êtes pas très angoissée, très stressée? Parce que votre sensation de difficulté respiratoire, cette sensation d'oppression, cette fatigue qui est toujours là, les courbatures, vous n'êtes pas sûr que c'est pas autre chose derrière et que c'est pas forcément, un rhume, allergie ou même le bypass ou des reflux qui reviennent?» Donc là, elle me conseille: «Écoutez, si vous êtes angoissé tout ça, ce qui vous empêche peut-être de respirer, c'est peut-être des reflux qui remontent. Alors vous n'avez pas la sensation de brûlure dans l'œsophage, mais vous avez malgré tout peut-être des reflux, au niveau du sternum, à l'entrée de l'estomac, qui fait que ça joue en bas des poumons, ça crée une petite inflammation et du coup, vous avez une difficulté à respirer». Donc moi, il faut savoir que j'ai arrêté mes protecteurs gastriques parce que ne ressentant plus le besoin de soulager des douleurs de brûlure à l'œsophage, j'avais arrêté mes protecteurs gastriques. Donc là, elle m'a dit: «Vous les reprenez». Et si vous les reprenez régulièrement et que vous sentez que vous avez plus trop cette difficulté respiratoire, bah cherchez pas, c'est que vous avez des reflux. Mais des reflux qui ne sont pas forcément dus au bypass qui fait pas son boulot, au reflux dû au stress. Parce que moi, là, j'ai en face de moi quelqu'un qui est fatigué, qui est stressé et qui n'en peut plus. Elle m'a proposé de m'arrêter parce qu'elle me dit là, l'épuisement, elle n'a pas nommé le mot de burn-out à ce moment-là. Elle a dit là, moi j'ai peur que la prochaine fois que je vous vois, ce sera trop tard et j'ai pas envie de vous ramasser au fond du trou, quoi. Ce rendez-vous-là a commencé à me faire prendre conscience que, OK, d'accord, un travail, ça peut être compliqué. OK, d'accord, un travail, ça peut être difficile. OK, il y a des moments à ton boulot, il y a forcément des périodes plus dures que d'autres. Mais là, depuis 2 ans quand même, et toutes les répercussions que ça a, c'est pas normal. Là, Céline, on n'est pas dans de la normalité. C'est pas juste: «Oh, le travail, c'est difficile, faut courber le dos et attendre que ça passe». Non. Là, il y a un réel problème qui n'a pas été pris en considération comme il fallait et ben, il va falloir que tu ailles plus loin. Donc je suis passée à l'étape supérieure en prenant rendez-vous à la médecine du travail et d'ailleurs la généraliste, m'en avait parlé et j'avais déjà pris rendez-vous d'ailleurs à la médecine du travail, sentant que ça n'allait pas. Mais là, elle m'a confirmé que vraiment il fallait que je voie le médecin du travail et que même elle attendait le coup de fil du médecin du travail pour me faire l'arrêt de travail, en fait. Ça m'a fait vraiment un coup de massue parce que les médecins, à ce moment-là, m'ont vraiment ouvert les yeux, finalement, en faisant comprendre que les symptômes que je ressentais depuis, des mois sont pas forcément liés au bypass, mais au stress, à l'anxiété que je subis depuis des mois, pour ne pas dire depuis des années, en fait, dans le cadre de mon travail et que maintenant, sachant que moi j'ai pas pris les dispositions qu'il faut, mentalement, bah, c'est mon corps qui parle. La malle a dit, le mal parle. J'ai franchi une étape en fait dans mon épuisement et que la prochaine étape après, ben, c'est je tombe en fait. À tout moment, un matin, j'ai plus envie de me lever et j'ai plus envie d'aller bosser et je comprends pas pourquoi je reste clouée au lit. Qu'il faut pas prendre, ce qui se passe à la légère. Il faut pas attendre d'en arriver là pour prendre les choses en main et le médecin du travail me le confirme, lors de mon rendez-vous et finalement, j'ai pris conscience de la gravité de la situation dans laquelle j'étais, que clairement, j'allais à 100 000 à l'heure, à toute vitesse sur le chemin du burn-out, quoi.
Du burn-out professionnel, mais aussi familial parce qu'il faut pas se leurrer, il y a 3 enfants, voilà, enfin, faut rajouter aussi tout ça, je vous dis pas tout non plus. La seule chose finalement que me dit le médecin à ce moment-là, qui est les 2, qui la seule chose qui vous a fait tenir Céline, en fait, c'est le sport. Vous avez très bien fait de continuer le sport. Vous avez l'impression que ça vous a peut-être plus fatigué, mais non. Parce que mentalement, ça a été, comme je vous le dis, hein, votre sas de décompression. Vous auriez pas eu votre sport, psychologiquement, vous auriez vrillé. Ça vous a permis de pouvoir au moins évacuer tout le stress des journées difficiles, quoi. Le sport et aussi, deuxième chose, le fait que malgré tout, ça n'ait pas eu trop d'impact, même si ça en a eu un minimum, mais pas trop sur mon sommeil. Que je continue à dormir. Que finalement, le corps pouvait au moins la nuit, pendant quelques heures, reprendre des forces. Même psychologiquement, si c'était dur, mon corps avait assez de force pour le matin me lever et aller au travail. Mais il me dit, ça tiendra pas longtemps comme ça, hein. Si la situation ne change pas, Céline, ça tiendra pas. Parce que là, votre corps, il y a des symptômes qui réellement qui sont là. Moi, je prends pas du tout ce rendez-vous-là à la légère, hein, là, la situation, clairement pas. Votre corps commence à être impacté, hein. Et donc, effectivement, je vous cache pas, il a voulu m'arrêter. Il a confirmé ce que me disait le médecin généraliste et comme bon petit soldat que je suis, ben, j'ai refusé. Et vous allez me dire, Céline, pourquoi tu as refusé? Parce que la situation à mon travail est tellement, j'arrive pas à trouver le mot, irréaliste. Je peux pas vous dire parce que je peux pas vous dire ici, mais elle est tellement irréaliste que, pour ne pas être impactée dans mon travail à la rentrée, pour me protéger finalement à la rentrée, je n'ai pas eu d'autre choix de continuer à aller à mon travail. Donc, le médecin du travail a compris la situation aussi et m'a dit, a accepté que je continue parce que les congés d'été arrivaient. Quand vous écouterez cet épisode, je serai en vacances, les amis. Et donc il m'a dit, «J'accepte de ne pas vous mettre en arrêt parce que vous avez 3 semaines de congé qui viennent. Par contre, Céline, ne croyez pas que ces 3 semaines va vous permettre de remonter la pente, hein. Vous avez mis 2 ans à descendre. Vous mettrez autant de temps à remonter». C'est là où du coup il m'informe qu'il veut me suivre régulièrement pour voir l'évolution et éventuellement prendre les mesures qu'il faut sans me demander mon avis si besoin. C'est-à-dire, ne pas avoir d'autre choix que de m'arrêter pour me reposer, quoi. Donc je suis un peu en ce moment entre 2 chaises sur le qui-vive, vous voyez? Un peu entre 2. Même là, je vous en parle, c'est encore très dur. Vous voyez encore aujourd'hui, je bossais encore ce matin et c'est pas simple de me livrer comme ça. Encore aujourd'hui, je me suis vue trembler en notant un rendez-vous sur un bout de papier. Je me suis vue, devoir gérer des problèmes informatiques qui étaient pas prévus, en même temps que de devoir gérer des patientes qui attendent, de sentir mon cœur palpiter, de me sentir oppressée en voyant toutes les tâches que je dois effectuer avec, tout ça avec le regard des approbateurs de patients qui ont de moins en moins de patientes. Franchement, je sais vraiment pas comment tout ça, ça va évoluer. Je vous avoue que je n'ai pas encore toutes les données à cette heure-ci, hein. Ce qui est sûr, c'est que, même si cette fin d'année, vous l'aurez compris, promet d'être très une fois de plus, le mot que je dirais que j'aurais dit le plus cette année, compliqué. Bah, j'ai pris conscience par contre que ça peut plus durer. En tout cas, j'aurais tout fait, tout ce qui est en mon pouvoir pour enfin me mettre en priorité et puis, ben, si à mon prochain rendez-vous, en septembre, je dois m'arrêter, ben, je m'arrêterai, hein, quelles qu'en soient les conséquences, hein et puis c'est tout. Donc non, c'est vous l'aurez compris, j'en ai pas fini et j'en ai notamment pas fini avec mes troubles du comportement alimentaire. Forcément, hein. Même si la situation a tendance à se stabiliser, j'ai arrêté de prendre du poids. Pour ceux qui ont suivi un petit peu l'affaire, j'avais repris 3 kilos, je suis montée à 58, je m'étais stabilisée à 55 après le bypass et là, actuellement, je me stabilise à 58. Donc heureusement, pour l'instant, ça n'a pas plus d'incidence. Merci le bypass, hein. Merci le bypass, ça n'a pas plus d'incidence sur mon poids, mais je sais que tout est loin d'être, réglé, ça c'est clair. La seule chose que je puisse vous dire aussi et qui me prouve que je peux m'en sortir, finalement, c'est que quand je suis pas stressée comme je le suis à mon travail, comme je me sens pas oppressée, parce qu'il y a des moments quand même à mon travail où je suis pas oppressée, il y a des moments où si c'est cool, heureusement, si c'était tout le temps, je n'aurais pas pu tenir le coup, hein, ça c'est clair. Ou comme ces moments que j'ai passés ces derniers jours, par exemple, les enfants étaient chez leurs grands-parents sans les enfants, dès que je suis plus détendue, finalement, et que je suis moins sollicitée, bizarrement, j'ai plus cette envie de compensation de manger.
et je retrouve un rapport à l'alimentation beaucoup, beaucoup plus sain. Avec une notion de plaisir, je suis allée au restaurant avec mon mari, j'ai apprécié de manger et c'était pas du tout, pour combler quelque chose à ce moment-là. Non, juste le plaisir des saveurs, cette notion de manger tout simplement pour se nourrir et pas pour compenser quelque chose, en fait. Donc ce qui prouve que quand il y a plus ce stress, de ce contexte de vie, de ces imprévus, ça va bien. En fait, c'est ce qui vous prouve une fois de plus que le problème n'est pas l'alimentation en soi, mais le contexte de vie, encore une fois. La façon dont on gère la pression et les imprévus du quotidien. Que suivant les différentes tâches que fait finalement telle ou telle personne, bah ça change tout le rapport à l'alimentation et donc la chirurgie. Une fois de plus, ne vous comparez pas, nous n'avons pas la même vie. Vous n'avez pas la même vie qu'un tel ou un tel, même qui s'est fait opérer le même jour, la même date et que vous partiez du même poids. Ça ne marche pas comme ça. Ça m'a aussi appris une chose, si ça je peux vous donner un conseil, c'est que de faire une pause dans, ses loisirs, dans ses projets professionnels, c'est pas forcément prendre du retard. Moi, ça a été mon erreur. J'aurais dû, je pense, m'arrêter, mais je l'ai pas fait parce que j'avais peur que ça m'empêche d'avancer, en fait. Alors oui, ça vous empêche peut-être d'avancer sur le coup. Par contre, si vous vous arrêtez et que vous prenez le temps de vraiment faire les choses comme il faut pour vous en sortir, bah, vous avancerez plus loin. Au final, il faut savoir s'arrêter pour avancer plus loin. Il faut accepter de lâcher prise. Alors je sais, c'est facile à dire comme ça, vous l'aurez compris, je suis encore loin d'y être arrivée, je suis en plein dedans. Alors, prendre conscience en est une chose, je ne vais pas dire que j'en prends conscience, mais j'en ai conscience. J'ai conscience qu'il faut arriver parfois à s'arrêter totalement pour mieux repartir. Et j'ai vraiment voulu, du plus profond de moi, vous en parler ici en toute honnêteté, parce que ces conseils-là, même quand on sait ce qui est bon à faire pour nous, c'est pas forcément si facile à exécuter au quotidien, surtout quand on est englué dans une situation depuis des années et que c'est notre mode de vie, en fait. On s'en est devenu un mode de fonctionnement. C'est comme les mauvaises habitudes alimentaires, en fait, avant la chirurgie, ça prend du temps avant d'adopter de bonnes habitudes. Ça se fait pas juste en un jour. Et ça, il va falloir apprendre à l'accepter. Moi, ce qui me fait dire que finalement, ça va peut-être aller, c'est que peu à peu, maintenant, je mets en place des choses. Ce que j'ai fait au mois de février, déjà, en allant voir mon responsable en disant là, ça va pas, c'est déjà une grande chose. J'étais pas de cette team à dire, comme je vous l'ai dit en début d'épisode, moi, je fais partie de ces enfants qui ont ces éducations marche ou crève, en fait, hein. Donc, fallait surtout pas se plaindre, c'était mal vu. Donc là, le fait déjà d'avoir dit les choses au mois de février, d'avoir été au bout de la réflexion en prenant rendez-vous à la médecine du travail, fait preuve que je commence déjà à entamer quelque chose. Il va falloir probablement que psychologiquement je reprenne un suivi parce que clairement, je pense qu'il y a eu beaucoup de dégâts, hein, j'ai pas honte de le dire depuis 2 ans. La confiance en soi, on a pris un sacré coup. Confiance en l'avenir aussi. Et puis, bah, du coup, j'ai bien conscience que tout cela aura eu un impact sur mes projets et notamment mes projets, passion, c'est-à-dire le partage d'expériences. Je sais aussi que, aller au bout de ces projets-là, bah, ça prendra beaucoup plus de temps que prévu et au lieu de m'en énerver et ben, faut que je l'accepte. Comme me disait le médecin, il vous faudra du temps pour remonter, il faudra du temps aussi pour que je mette en place correctement les choses et le faire surtout sérieusement et de la bonne manière, quoi. En tout cas, cette fin d'année, ce qui est prévu, c'est de mettre en place du temps pour enfin m'occuper de moi, vraiment, hein, au sens propre, et pour mieux revenir aussi ici. Ça m'amène du coup à vous parler du podcast et la suite, puisque là, je vous disais que c'était le dernier épisode. Il y aura une saison 2. C'est prévu, c'est prévu. Ouais, la fille est dingue. Oui, il est déjà prévu une saison 2 qui commencera là à la rentrée, hein, fin septembre, début octobre, au pire des cas. Mais oui, oui, le positif, il est là, c'est que tout n'est pas vain. J'ai encore des envies, j'ai encore des passions, j'ai envie de continuer parce que ce qu'il faut pas se leurrer, ce qui m'a permis de tenir aussi au-delà du sport et du sommeil, c'est aussi ça, mon partage, votre écoute, vous, vos messages, votre soutien au quotidien. Et c'est ce qui fait que j'ai envie de continuer, j'ai envie de trouver une meilleure organisation pour que vous ayez une plus grande régularité dans mes partages, dans le podcast, ou même sur Instagram, hein. Je veux plus non plus avoir peur, hein, c'est ça, je veux plus non plus avoir peur de décevoir. Je veux écouter aussi mon cœur dans l'affaire, je veux oser, parce que je me suis mis aussi beaucoup de limites, comme je vous disais au début, encore une fois, hein, peur de décevoir, peur de pas plaire, peur qu'il y ait moins de visibilité, que les gens partent, mais c'est pas moi non plus. Donc ne plus avoir peur d'oser, de prendre des risques aussi. Le but de cet épisode aussi, c'est un petit peu aussi de vous montrer que tout cet épuisement,
ça a eu un impact sur le manque de confiance en moi qui a fait aussi que j'ai fait des erreurs, et même des erreurs dans le cadre de mes partages, hein. La première erreur au niveau de l'organisation du podcast. Je me suis peut-être enjaillée un petit peu vite sur le temps que ça allait prendre pour pouvoir enregistrer des épisodes, les monter, etc. Je me suis très vite rendu compte que c'était quand même un sacré travail, un sacré boulot. Donc ça, c'est la première erreur. Je pense que j'ai mal évalué le temps que ça pouvait me prendre. Et puis, la deuxième erreur aussi, c'est de ne pas avoir écouté complètement mon cœur et d'avoir suivi les conseils parfois de personnes qui ont fait que je ne suis pas allée au bout de mes idées et que j'ai préféré privilégier la raison à l'instinct. Vous voyez, cette espèce d'intuition qui vous dit que même si les autres sont pas en accord, c'est le chemin qu'il faut suivre pour pouvoir faire évoluer au mieux le podcast. Et je me suis pas fait confiance. Et je pense que j'ai écouté des conseils qui n'ont pas forcément été, je vais pas rentrer dans les détails, mais qui n'ont pas forcément aidé, on va dire. Donc, définitivement, il faut que j'apprenne à me faire confiance. Il est là le truc. Ce qui est difficile dans tout ça, vous voyez, dans le partage, en fait, c'est de trouver ce fameux équilibre. L'équilibre en ce que nous, on vous partage de notre vie réelle, de notre quotidien, toutes les contraintes qui sont liées, tout en restant le plus authentique et en étant le plus en adéquation possible avec nos opinions et nos valeurs. Même si ça implique finalement de ne pas plaire à tout le monde. Parler de mes TCA, parler du burn-out, c'est pas évident. Parce que ce sont des thèmes qui peuvent être vus comme une faiblesse, une sorte de victimisation. Clairement, il y a des gens, attends, hein, qu'est-ce que tu encore à te plaindre? Ah ouais, mais c'est la vie, quoi. Au contraire, avoir la force d'en parler, c'est déjà avoir énormément de courage, c'est déjà franchir un pas et c'est déjà un moyen, un premier moyen de s'en sortir de tout ça. Donc non, ne pas blâmer les gens qui parlent de ça. Le but n'est pas de faire peur, le but est juste de vous dire que ça existe et que même quand on est dedans comme moi je suis dedans là, eh ben, il y a de l'espoir. Même quand on en est encore dedans, on peut espérer. Franchement, j'ai voulu vous en parler maintes et maintes fois en vidéo, le nombre de podcasts faits où j'ai voulu dire certaines choses et que j'ai jamais osé parce que c'est jamais évident et on sait jamais comment ça va être interprété. Et en plus, quand il y a l'image, c'est encore plus compliqué. Le fait d'avoir le micro là et d'être en mode un peu, voilà, on se voit pas, il n'y a pas l'image, il n'y a que les paroles, ça permet aussi de libérer un peu plus le discours. Finalement, un petit peu d'avoir moins de filtres. D'autant plus qu'en plus, quand il y a l'image, c'est jamais évident de se filmer quand on va pas très bien. Si c'est pour flinguer encore plus le peu de confiance qu'on a réussi à garder, ça vaut pas le coup. Donc, j'espère que vous serez suffisamment ouvert d'esprit pour comprendre ce que je veux dire à travers cet épisode et peut-être aussi ce que je dis pas au final, mais voilà. Donc, j'espère vous avoir avec moi sur la saison 2. J'espère que vous continuerez à me suivre dans cette nouvelle saison. Il y a d'autres petites choses aussi qui vont venir, notamment aussi à la rentrée sur les réseaux. Donc, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram parce que là, vous serez au courant, hein. Il n'y a pas que le podcast. Et puis là, du coup, si vous voulez continuer à me suivre pendant les vacances parce que mon envie de partager, de papoter avec vous est toujours présente. Et ça, je sais que pendant les vacances, je vais pas dire que je serai pas là, je sais que j'aurai envie de faire des stories, donc vous risquez d'en voir notamment sur Céline aime papoter, qui est mon compte privé sur Instagram. Vous avez le lien de ce compte-là sur mon compte public Céline Sleeve, il suffit de me faire une invitation et je vous accepte. Donc voilà, si vous voulez me suivre durant mes petites vacances, voir comment ça évolue, comment je vais, si vous vous inquiétez un peu, ne vous inquiétez pas, c'est pas si terrible. Ça paraît comme ça dit, hein, quand on met des mots sur des mots AUX, ça peut faire peur, mais non, non, je mets des choses en place et j'en parlerai pas avec autant de transparence si ça allait aussi mal, hein, vous en doutez bien. Quand on n'est vraiment pas bien, on n'est même pas en capacité de témoigner. Donc, concernant du coup Céline Sleeve, ben, j'hésiterai pas à vous partager aussi, vous inquiétez pas, je vous oublie pas aussi de ce côté-là, mais il est clair que là, je vais prendre le temps de faire une petite pause pour mes vacances et prendre un petit peu de recul aussi sur la chirurgie. Voilà, voilà, on en arrive au terme de cet épisode qui est encore très très long. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ma franchise... C'est mon petit, vous le voyez pas, mon petit vient de me faire coucou, il vient de rentrer. Je vais devoir vous laisser, mais voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère que ma franchise, mon honnêteté, une fois de plus, vous fera plaisir. J'espère que pour ceux qui sont dans la même situation que moi, je sais que je suis pas toute seule. Tout mon soutien, on n'est pas toute seule, tout mon courage, perdez pas espoir. Donc voilà, on en arrive au terme de cet épisode. Si vous avez apprécié, alors je suis désolée, il y a ça aussi qui va changer à partir de septembre. Je vais vous demander beaucoup plus souvent, à cause de tout enfin, à cause.
De par tout le travail qu'implique le montage, l'enregistrement, le temps que ça prend, l'énergie que ça demande, je vous demanderai si le podcast vous plaît, de le partager, de lui mettre 5 étoiles, de faire des commentaires. Vous pouvez faire des commentaires sur Spotify, sur Apple Podcast. Je sais que vous avez la possibilité de le faire. Vous pouvez le faire aussi parce qu'il va être disponible sur YouTube en commentaire sous la vidéo sur YouTube. De ne pas hésiter à en parler, à le partager sur les réseaux, à citer mon nom. Je ne l'ai jamais trop fait jusqu'à présent, malheureusement, je n'ai pas d'autre choix que de le faire de plus en plus parce que même si vous aimez et que vous me le dites, partagez-le s'il vous plaît. Malheureusement, il n'y a que ça qui marche. Partagez, partagez. Notamment d'ailleurs sur Céline Sif, de temps en temps, je vous remettrai en reel les anciens épisodes pour tous ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion d'écouter tous les épisodes du podcast. Cette petite pause sur le mois d'août et le mois de septembre permettra peut-être de rattraper votre retard concernant ces épisodes, donc n'hésitez pas à les écouter. En attendant, moi je vous laisse. Je vous souhaite de très très bonnes vacances si vous êtes comme moi à prendre vos vacances sur le mois d'août. Profitez-en bien, reposez-vous bien. Beaucoup de courage pour la reprise pour ceux qui reprennent sur le mois d'août. Je vous oublie pas si vous êtes en train de m'écouter alors que vous êtes sur le chemin du travail. Je pense bien à vous. Plein de courage aussi. Je vous embrasse bien fort. Merci, merci encore pour votre soutien au quotidien. Et je vous dis à très bientôt dans la deuxième saison du poids des kilos. Même micro bien sûr. Je vous embrasse.